Bienvenue sur Sideliners. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review du Game 5. Évidemment, on s'était donné rendez-vous mardi, on est mercredi, je sais, je suis en retard, pardon. Mais ouais, du coup, ce Game 5 entre OKC et Indiana, ça s'est fini en victoire d'OKC 120-109. Il y a des choses à redire sur ce match. Et je vais tout de suite commencer par la fin et par un joueur qui m'a dégoûté sur la fin de ce match, Andrew Nembhard. Andrew Nembhard, dans le quatrième quart-temps, c'est simple, dès qu'il avait la balle, tu savais qu'il allait se passer une dinguerie, mais pas une dinguerie positive. Il allait se passer de la merde, littéralement de la merde. Il est à 0 sur 2 au shoot. Alors vas-y, il prend que 2 shoots, il peut rater les deux. Dans le quatrième quart-temps qui est serré, bon, ça arrive, c'est pas non plus lui qu'on attend dans le clutch. Mais surtout qu'il a 3 balles perdues aussi. Ça veut dire que dès qu'il touchait la balle, tu savais. Tu savais qu'il allait se passer il rend la balle un monde. Il rend la balle. Je crois qu'il revient à genre 2 ou 3 points. Et là, il essaye de jouer avec Tyrese, mais il fait une passe à Tyrese qui est pris par Carson Wallace. Il n'y avait même pas lieu de faire cette passe. Je vous ai même pas dit bonjour. J'ai déjà la haine. J'en peux plus de ce type. Vraiment, il fait un match mauvais. Mauvais. Il a 6 points dans le match. Il a des stats effrayantes. Et il fait un quatrième carton comme ça. Ah ouais, faut se mouiller la nuque. Hein. Faut vraiment se mouiller la nuque. Parce que oui, je regarde, Andrew Nembhard, il a 7 points. 0 sur 2 à 3 points, 3 sur 8 au shoot. Dans le quatrième quart-temps, ouais, c'est ça, 3 ballons perdus, 0 sur 2 au shoot. 6 points donnés à l'adversaire. Simple. Même défensivement, il se fait bouillir sur ce dernier quart-temps par Shai. Mais bon. Andrew Nembhard, juste, c'est peut-être pour moi, c'est une des deux raisons principales pour laquelle il s'effondre dans la fin de ce quatrième quart-temps, c'est qu'il donne des points faciles à OKC. Et ça, tu peux pas te le permettre déjà dans un match tout court, tu peux pas te permettre de faire des turnovers comme ça, de donner des points aussi faciles, et encore moins en finale. Et encore moins en finale, quand c'est Game 5, il y a 2-2, c'est le quatrième quart-temps, le match il est serré. Là, tu peux vraiment pas te le permettre, ça. Mais du coup, voilà, Andrew Nembhard qui fait n'importe quoi, c'est pas très grave. On se dit, vas-y, il y a Tyrese, il y a Pascal Siakam, il y a tout ça, mais Tyrese Haliburton. Alors, ok, il était peut-être blessé, hein, il l'est même, c'est certain. Mais alors, le Game 5 de merde qui nous pond. Oh là là, waouh, 0 sur 6 au shoot. Il met 4 points dans ce match. Il a 3 turnovers. 0 sur 6 au shoot. Non mais je trouve quand même que c'est miraculeux quand au franchise player met 0 shoot, que tu sois encore dans le match au quatrième quart-temps. C'est un miracle, littéralement. Mais dans ce cas-là, ok, il est blessé, ok, je m'en fous, c'est le franchise player. Rick Carlisle, il ne doit pas foutre les pieds sur le terrain du quatrième quart-temps, Tyrese. Il ne doit pas foutre les pieds sur ce terrain. Parce que blessé, offensivement, il n'apporte rien. Défensivement, il est ciblé. Il n'a pas pris un shoot du quatrième quart. Il est allé sur la ligne des lancers 2 fois. Et il a joué 9 minutes. Il a 2 pertes de balles. Il s'est fait bully offensivement, défensivement. C'est une folie. Rick Carlisle, en fait, ok, vous allez me dire c'est franchise player, tout ça. C'est quatrième quart-temps d'un Game 5 où il y a 2-2, des finales NBA. Ne pas le mettre, c'est un peu comme lui cracher dessus. Non! Justement, c'est une finale NBA, tu mets toutes tes chances de ton côté pour gagner franchise player, pas franchise player, je m'en fous. Il est pas bon, il a pas à être sur le terrain. Là, il leur a coûté le match. Très clairement, pour moi, sans Tyrese, ils ont plus de chances de remporter ce match. Rick Carlisle a fait une connerie à le laisser sur le terrain. Parce qu'il apportait rien et c'était un point mort. C'était un point mort. Il avait un problème au dos, je crois. Et tu le sens qu'il n'était pas dedans physiquement, dans l'intensité. Il faisait n'importe quoi. Et en défense, c'était fou. Il le ciblait à chaque fois. Parce qu'il pouvait pas bouger, il n'était pas mobile, il avait mal. Et du coup, c'est plus simple d'attaquer sur un mec qui va à 2 à l'heure. Et je ne comprends pas qu'il puisse jouer 9 minutes dans ce quatrième quart-temps.
Surtout quand celui qui est censé le remplacer, le meneur remplaçant de TJ McConnell, il fait un bon match. Il fait un vrai bon match. Il est à 18 points, TJ McConnell. Il est à 8 sur 14 au shoot. C'est lui qui à la fin du troisième quart-temps, permet aux Pacers de recoller. Parce qu'il y a un moment, c'était une singerie. Il y avait plus 15 à un moment, comme d'hab en fait. Mais TJ McConnell, il est là, fin de troisième quart-temps. Il dit bon, ok, je vais faire mon gros run. Même défensivement, je vais faire 2-3 plays. Et ça a recollé, c'est revenu à moins 3 à un moment donné, je crois, dans le début du quatrième quart-temps, avec Siakam qui était revenu, qui mettait des gros shoots. Mais dans ce cas-là, tu vois que Tyrese, il est pas bon. Mais tu le sors, tu me mets TJ McConnell, il fait le match qu'il faut, TJ McConnell. Non, vraiment, Rick Carlisle, là, cette défaite, elle est sur lui un peu, hein. Parce que Tyrese, tu lui dis de jouer, il va jouer. Mais il est pas bon, c'est pas lui qui va dire qu'il est pas bon, c'est un trou du cul. Faut Putain, fallait mettre TJ McConnell. Ah, je suis pas content, hein. Ah, je suis pas content. Et Siakam, il était esselé. Bon, il a été épaulé vite fait par TJ McConnell. Mais Siakam, il fait son match. Siakam, il fait ce qu'on lui demande. Ce que j'ai demandé dans les dernières vidéos de le franchise player et le premier vétéran qui tourne à plus d'une vingtaine de points par match. Là, il en met 28. Avec des pourcentages vraiment bons. Il est à 60% au shoot, 9 sur 15 et 50% à 3 points, 3 sur 6. Et même défensivement, il fait son match. En vrai, Siakam, il a 3 interceptions et 2 contre, je crois, un truc comme ça. Il fait vraiment son match, Siakam. Mais il est seul. Quand Tyrese est à 0 shoot réussi, 4 points, ok, t'en mets 28, ça servira strictement à rien. Comme j'ai dit, TJ McConnell, il fait son match, il sonne la révolte. Mais quand dans le quatrième quart-temps, tu vois avec un mec qui met aucun shoot du match et l'autre qui décide de rendre la balle à OKC à chaque fois qu'il l'a entre les mains, tu peux rien y faire. Tu peux vraiment rien y faire. Bah, Eric Carlisle, celle-là, elle est pour toi. Elle est pour toi. Elle me parlait pas d'arbitrage, je sais pas quoi. Il shoot à peu près le même nombre de lancers. Euh, ok, il y a des calls d'un côté qui devraient être donnés, de l'autre aussi. C'est pareil, en fait, on va arrêter de se plaindre auprès de l'arbitrage. Ce match, c'est pas l'arbitrage. Ce match, c'est pas l'arbitrage. Je veux bien, le game 4, il y a discussion. Le game 5, il y a rien. Le game 5, il y a vraiment rien. Là, c'est Eric Carlisle. À un moment donné, Tyrese, tu le sors. Je m'en fous que c'est le franchise player. Il est blessé, il ne joue pas. Et c'est là qu'on voit la marque des plus grands. La marque vraiment il y a les stars et il y a les superstars. Et Tyrese n'en est pas une. Tyrese, c'est une star. Pas une superstar. La superstar, blessé, il va te foutre 30 points. Manda Lucas, il blessé, il marchait pas sur OKC l'année dernière. Ça, c'est une superstar. Ça, c'est un franchise player qui va porter ses couilles même blessé. Ah non, là, je suis énervé contre Rick Carlisle. Parce que il nous a gâché une fin de match qui aurait pu être exceptionnelle. Je dis pas qu'Indiana aurait gagné, hein. Loin de moi l'idée de dire qu'Indiana, c'était sûr qu'il gagnait s'il mettait TJ McConnell sur le terrain. Mais je pense que ça aurait été plus serré. Et ça, j'en veux à Rick Carlisle. Après, bon, c'est vrai, dans les vidéos review, même preview, on parlait beaucoup d'Indiana. Donc je vais rendre à César ce qui appartient à César. Ok, ici, franchement, bravo. Bravo! Non, franchement, ils font leur match. Ils sont très forts. Ils montrent la maîtrise qu'il faut à des moments où il faut. Shai et Jalen Williams qui sont à 71 points. Je crois que c'est un des meilleurs totals pour un duo sur les finales NBA. Je crois qu'il y a que LeBron et Kyrie qui doivent être au-dessus avec 82 points. Ils ont 71 points à eux deux. Le match de Jalen Williams. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est ce qu'on attend. C'est même pas ce qu'on attend. C'est un vétéran. C'est pas ce que t'attends pas 40 points d'un vétéran sur un match de finale NBA. Mais il a step up. Il a 40 points, 6 rebonds, 5 passes D. Il a 14 sur 25 au shoot. 60% à 3 points. Shai, il en fout 31, hein. C'est pas comme si Shai il faisait rien derrière. Hein, Tyrese? Prends exemple. Le vétéran, il met 40 points. Le franchise player assure aussi en mettant 30. À Indiana, le vétéran met 28 points. Le franchise player. Ah, il est pas là. Ah non, il est pas là. Il est blessé. T'es blessé, tu joues pas. T'es pas capable, tu joues pas. Il a tellement pénalisé son équipe tout le long du match. Oh là là.
c'est terrible. C'est terrible. C'est, ça, ça me sidère. Mais ouais, du coup, Shai, ok, il shoot, je sais pas combien de lancers, il en shoot 14. De toute façon, on est habitué maintenant, on va arrêter de faire semblant, c'est son jeu. Shai, il va aller shooter ses lancers, hein. De toute façon, je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est la même chose que les Joel Embiid, que les Luka Doncic, que les Giannis. Ça va une lancers parce que ça va provoquer des fautes. Maintenant, on est habitué à ces 12, 13, 14 lancers par match. Ce que je lui en veux, c'est son pourcentage au shoot qui est pas ouf, 9 sur 21. Je crois qu'il met aucun 3 points du match, il doit être à 0 sur 3, 0 sur 4. Après, un truc, je l'ai critiqué sur ça. Aujourd'hui, il a 10 passes décisives. Enfin, sur sur le match 5. Il a 10 passes décisives. Il a fait ce qu'on attend d'un meneur. Il fait circuler le ballon, il implique ses coéquipiers. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce match de Shai. Il est vraiment trop fort. Et le franchise player donne l'exemple en défense aussi. Il est à 2 inter, 3 contre. Et l'intensité qu'il met aussi. En fait, quand ton franchise met l'intensité et il monte le chemin en défense, tout de suite donne envie à tout le monde de s'impliquer défensivement. Et c'est ce qu'on a vu. Et là, tout OKC était impliqué défensivement sur ce match. On va en parler du troisième quart-temps, avec TJ McConnell qui arrive et qui permet à Indiana de recoller. Là, il y avait un peu de largesse défensive côté OKC, mais bon. Shai, en soi, il s'est même pas fatigué sur ce match. Il a pu se reposer. Il joue, attendez, je vais vous dire ça, il joue combien de minutes? Il en joue pas énormément, il en joue 38. 38 minutes. Il en joue 9 dans le troisième, il joue tout le quatrième quart, il en joue 7 dans le premier quart-temps, 10 dans le deuxième quart-temps. Il ne s'est pas fatigué. Il a tellement pas eu besoin de se fatiguer qu'il a pu jouer tout le dernier quart-temps en étant efficace. Et franchement, ça c'est un luxe. C'est un luxe. Et d'ailleurs, je me suis trompé. Jalen Williams, c'est pas 5 passes D, mais 4 passes D sur ce match. Petite erreur de ma part. Mais ouais, voilà. C'est c'est fort en fait. OKC maîtrise trop bien ses joueurs, ses rotations. Le coach, il fait un taf monstrueux, il s'adapte à chaque fois. Et OKC aussi, il y a un truc. Les runs, ils savent tabasser l'adversaire. Alors là, dans le premier quart-temps, il y a un moment, ils mettent 11-0. Non, pardon. 18-5. 18-5 à un moment dans le premier quart-temps, 16-6 à un moment dans le deuxième quart-temps, et dans le dernier quart, ils mettent un 10-0. 3 runs comme ça. Vous vous rendez compte, ça fait 13 points d'écart, 10 points d'écart, 10 points d'écart. C'est quand même une folie. Surtout qu'Indiana, leur run, ça dépassait pas 6. Le run maximum, c'est un 6-0 pour eux. Donc voilà, le plus gros écart à OKC, c'est 11-0. À Indiana, c'est 6-0. Et ils l'ont pas répété 4 fois le 6-0. Ils l'ont fait une ou deux fois. Alors que OKC, les 6-0, ils les font tous les matins, hein. Ils les font chaque 3 minutes. Hop, 6-0, 6-0. Hop, 11-0. Hop, 18-5. Indiana, c'est leur meilleur run, 6-0. Évidemment que tu vas galérer à recoller. Surtout que quand le dernier carton, tu laisses ton adversaire te mettre un 10-0 dans la gueule, alors que c'est serré. Et OKC a montré un visage de champion NBA. Et franchement, bah, tu peux qu'applaudir. Tu peux qu'applaudir. Moi, vous le savez, je suis pour Indiana sur ces finales. Même si je supporte les Mavs à la base, hein. Donc, bon, moi, c'est pas fameux depuis le trade de Luka. Ça n'a rien à voir, mais OKC, c'est pas trop l'équipe que je voulais voir. Mais en fait, à un moment donné, faut juste dire bah, bravo OKC, quoi. C'est pas fini, il reste un match à aller chercher pour OKC. Indiana qui va retourner à la maison en Game 6. Évidemment, ils peuvent faire quelque chose. Mais en fait, franchement, si Indiana réussit à remporter cette série en 7 à Oklahoma, alors que le coach s'adapte trop bien, les joueurs sont trop bien impliqués, et pardon, l'arène, les supporters, ils sont incroyables. Incroyables. Même quand tu sens que ça commence à manger un run, que Indiana recolle,
c'est les supporters qui font en sorte que c'est l'arène qui fait en sorte que OKC aussi remet un peu du peps. Ils ont tout pour finir champion. Ils ont tout de leur côté, même les blessures. Tyrese, il est blessé. Avoir des blessures, ça fait partie du jeu. La chance par rapport aux blessures, ça fait partie du jeu. Et ne pas avoir de blessures, c'est aussi une marque de champion. Ok, il peut pas forcément gérer une blessure au dos. C'est dommage pour lui. Si c'est Shai qui était blessé au dos, je pense qu'à Indiana, il serait heureux aujourd'hui. Hein. À Indiana, il serait vraiment heureux. Mais bon. Il y a juste Chet, je crois, à un moment donné dans le match, il y a eu un petit souci au niveau de la cheville. J'espère que c'est rien de très grave. Mais voilà. Après, OKC, le match à 3 points qu'ils font, le Game 4, mais en fait, le Game 4, de toute façon, je l'avais dit, Indiana aurait dû le gagner. OKC à 3 sur 16 à 3 points sur ce match. J'ai même pas soulevé ce point dans la vidéo. Ils sont à 3 sur 16 dans le Game 4. Tu ne peux pas te permettre de perdre. Tu ne peux pas. Ce Game 4, Indiana doit le gagner tous les jours. Ils sont à 3 sur 16 à 3 points. Pour une équipe comme OKC, c'est une anomalie. Une anomalie atroce. Mais là, sur ce Game 5, en fait, c'était simple. C'était soit ils prenaient le Game 3, soit c'était sûr qu'il allait pas avoir 2 fois ce match. Parce que sur le Game 5, ils sont à 44%, 14 sur 32. 14 sur 32 à 3 points. Évidemment qu'ils n'allaient pas faire un deuxième match à 3 sur 16. C'était logique. Tu ne peux rien faire quand OKC joue comme ça. 120 points dans la gueule. Il y a un autre point qui fait que OKC gagne. Enfin, surtout du côté d'Indiana, ça me fait chier. On en a parlé dans la preview. Les putains de rebonds offensifs. Dans le dernier quart-temps, Indiana laisse 7 rebonds offensifs à OKC. 7. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 7 fois où ils ont une deuxième chance de shooter. Eux, ils en ont qu'un seul, je crois, des rebonds offensifs sur le dernier quart-temps. Je vais aller revérifier, mais je crois qu'ils en ont qu'un seul. Hein. Tac, quatrième quart-temps, rebond offensif. Non, ils en ont 3. Mais ça veut dire qu'ils ont 7 opportunités de re-shooter après un shoot raté. Indiana, ils en ont 3. Surtout que je pense que dans les 3, il n'y en a aucun qui est mis. Vu leur quatrième quart-temps catastrophique, il n'y en a aucun qui a été mis. Mais voilà, ok, ici, ils tabassent au rebond, défensif et offensif. Sur ce quatrième quart-temps, ils ont 7 shoots en plus. Qu'ils ne devraient pas avoir, dans un monde normal. Hein. Il y a aussi, de toute façon, 8 turnovers dans le dernier carton côté Indiana. 8. 1 côté OKC. Donc, en plus de laisser 7 rebonds à l'adversaire, t'as 8 possessions où tu ne shootes même pas, tu rends la balle à l'adversaire. En tout, hein, 8 plus 7, je suis pas le dernier des mathématiciens, ça fait 15. Ça fait 15 shoots gratuits pour l'adversaire. Pendant qu'eux, ils t'en donnent que 4. Surtout que je crois que le seul turnover de OKC, mais je suis même pas, je suis certain, c'est turnover d'OKC, ils remontent la balle Indiana, re-turnover. Ils ont le seul turnover d'OKC, ils ont même pas pris un shoot. Vous voulez gagner comment comme ça? Vous pouvez pas gagner comme ça. C'est impossible. Impossible. Et Miles Turner, là. Miles Turner, à un moment donné, tu fais 2m11. C'est la seule raison pour laquelle t'as fini pro ou pas? Parce que 2m11, avoir 6 rebonds sur le match, c'est une honte. Mais de toute façon, toute la série Miles Turner, en termes de rebonds, il a été honteux. Il a 2 rebonds dans le game 4, 2 rebonds dans le game 3, 4 rebonds dans le game 2. Il n'y a que le game 1 où il est à 9 rebonds. À 2m11, j'espère à un moment donné, il va atteindre les 10 rebonds dans cette série. Et il a plus trop le temps. Il reste qu'un seul match. Il fait 2m11. Il a une moyenne de 4,6 rebonds sur cette série. C'est pas normal. Je vais voir. Hein. Attendez, restez 2 secondes. Je vais voir sur cette série qui il est combienième en termes de rebond, pardon. En termes de rebond par match. Parce que je suis certain qu'il est bien bas. Il est bien bas. Là, j'ai la stat, ça a mis un peu de temps, désolé.
Chet Holmgren est premier avec 9,6 rebonds par match. En deuxième, t'as Pascal Siakam à 7,4. Là, je vais commencer à m'énerver. Aaron Nesmith et Tyrese Haliburton ont plus de rebonds que Miles Turner. Obi Toppin en a plus. C'est donc, déjà, c'est le 5e meilleur rebondeur de son équipe. C'est censé être le pivot de son équipe. 5e meilleur rebondeur de ton équipe, t'es censé être le pivot. Il est 8e ex aequo avec Shai Gilgeous-Alexander en termes de rebonds par match sur cette série. C'est le 8e meilleur rebondeur. Il fait 2,11 m. C'est le pivot titulaire d'une équipe en finale NBA. Il a pas le droit. Ma voix est part en couille carrément. Il a pas le droit. Et je sais pas, il attend quel contrat cet été. Mais si c'est pour tourner à 4,6 rebonds par match en finale NBA, j'espère qu'il lui donne pas grand chose. Parce qu'à 2 mètres, Shai qui tourne à 4,6 rebonds par match, pourquoi pas? C'est un meneur, il est pas si grand. Il y a des mecs beaucoup plus grands. Il y a Chet Holmgren, il y a Isaiah Hartenstein, il y a Jalen Williams, il y a Pascal Siakam évidemment qui va pas prendre les rebonds. Miles Turner, c'est le pivot titulaire, il tourne à 4,6. Qui doit prendre les rebonds? C'est Rick Carlisle, il va monter au rebond. À un moment donné, c'est pas normal. Oui, je m'énerve parce qu'ils sont là, ils font 2,11 m, ils finissent pro, ils sont pas foutus de prendre un rebond. Tu fais 2,11 m, ma gueule. Prends-le le rebond. Et du coup, vu qu'il prend pas ses rebonds, c'est l'adversaire, il prend les rebonds offensifs. Ok, si shoot 12 shoots de plus que. Prend 12 shoots de plus que Indiana dans ce match. Ils ont 94 shoots en total pris. Indiana en a 82. Bah, demandez à votre pivot de faire son taf aussi, à un moment donné, si vous voulez avoir les rebonds. Et moi, je suis énervé contre cette équipe d'Indiana. Même, franchement, faut rendre ce qui à César, ce qui appartient à César. OKC fait son match. OKC fait sa série. Franchement, il n'y a rien à redire. Vous allez dire, il y a parti pris, même si non. Mais moi, il m'énerve, Indiana. Quand tu vois là la série qui pondent, tu te demandes comment ils ont pris 2 matchs. Tu te demandes vraiment comment ils ont pris 2 matchs. Parce que le game 1, c'est un miracle, encore une fois. Il n'y a que le game 3 où il n'y a rien à dire. Mais le game 1, c'est un miracle. Et c'est aussi dû au fait que OKC dort un peu dans le dernier quart. Et dort beaucoup même. Mais vraiment, mais... OKC in 6. Ah non, parce que là, si Tyrese en plus... parce que je crois que ça s'améliore pas au niveau de son dos. Si ça reste comme ça... Et si Miles Turner, il décide de prendre 4 rebonds par match... oubliez, oubliez. Et en plus, non, pas Nesmith, Mathurin, là. Ça y est, je crois qu'il a, depuis la fin du Game 4, où il loupe tous ses lancers, il fait 4 fautes sur remise en jeu, il sait plus jouer. Il sait plus jouer. 1 sur 4, 1 sur 4 à 3 points, 2 sur 11 au shoot, 2 sur 4 au lancer. Au moins, il prend les rebonds, lui. Et il prend 6 rebonds offensifs. Non, franchement, il se la donne. Il a plus de rebonds offensifs. Il a autant de rebonds offensifs que Miles Turner a de rebonds dans ce match. Je vais vous laisser sur ça. Miles Turner va chercher les rebonds. Tyrese, j'espère que ton dos il va aller. Et si ça va pas, ben joue pas. TJ McConnell il fait le taf. Franchement, depuis le début de la série, TJ McConnell n'est pas mauvais. Il fait ses matchs, il fait ses stats. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Franchement, s'il va pas bien, en vrai, qui joue pas. Qui joue pas, parce que ça désavantage plus qu'autre chose Indiana qui soit sur le terrain. Donc voilà. Game 6, jeudi soir. Dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h30, comme d'hab, de toute façon. Franchement, moi je pense que OKC va finir le taf. OKC va finir sur la route. Et puis même s'ils finissent pas sur la route, ils finiront à la maison. Donc ouais, rendez-vous
peut-être vendredi, peut-être samedi. Plus samedi parce que voilà. Peut-être avec OKC champion, peut-être en faisant la review du Game 6 avec Indiana qui a gagné, et donc un Game 7 potentiel dimanche soir, je crois, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vérifie. Ça, c'est dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin. Donc, on se retrouve très certainement. Ah, mais même samedi, ça va être tendu. On se retrouve après le Game 6 pour faire une review. Peut-être dimanche avant le match 7, ça va être un peu short. Mais bon, je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Ciao.